créer des plats savoureux en évitant les 10 allergènes. Et le long de la présentation, vous pouvez nous poser des questions sur le clavier. On les voit à fur et à mesure que les questions viennent. On les répondra à la fin du webinaire. Donc, bon webinaire et on commence. Donc, alors, quels sont les objectifs ce soir de ce webinaire? On va réviser ensemble les 10 allergènes prioritaires. On va connaître la réglementation de Santé Canada. Il y a une réglementation d'étiquetage qui a changé en 2012 qui permet aux consommateurs allergiques d'avoir une facilité à lire les étiquettes. Je vais réviser les points les plus importants avec vous. On va aborder le défi d'une alimentation saine. Je suis nutritionniste à la QAA, mais aussi dans le cadre de la pédiatrie. Mais c'est certain que parmi vous, il y aura des adultes allergiques, des enfants allergiques, des parents. Alors, on va regarder un peu l'ensemble de tout ça et on va voir comment est-ce qu'on fait pour évaluer le profil d'une personne allergique, pour savoir est-ce que cette personne est à risque de carence ou est-ce qu'il y a des soucis qu'il faut regarder pour s'assurer qu'ils ont une santé globale. On aime toujours en nutrition suivre le guide alimentaire canadien, donc je vais réviser ça avec vous. Et on va apprendre à connaître les nutriments clés et les aliments qui en contiennent et les remplacements en cas d'allergie. Donc on sait qu'il y a certains allergènes qui sont très communs et on est à risque potentiellement de manquer de nutrition si on ne peut pas manger ces aliments-là. Et finalement, je vais partager avec vous des trucs et des astuces culinaires qui permettent de faciliter la gestion des allergies alimentaires. Alors, je vais démarrer avec une belle citation que j'ai trouvée d'un chef, un très grand chef français, Antème Brillat-Savarin, qui dit que la découverte d'un mets nouveau fait plus pour le genre humain que la découverte d'une étoile. Et je pense que pour les personnes qui vivent avec des allergies alimentaires ou qui font la cuisine pour des jeunes ou pour des proches qui ont des allergies alimentaires, que cette citation a beaucoup de sens parce qu'on sait que avec toutes les contraintes d'une allergie, de découvrir un mets, un plat, un repas qui plaît à tout le monde, qui est bon pour la santé, qui est facile à préparer, c'est vraiment l'équivalent d'une étoile. De cette belle citation artistique, je passerai plus à une définition scientifique de la nutrition, une définition de base auquel je me fie est la suivante. La nutrition correspond au processus de transformation des aliments en nutriments. Donc, on va passer un morceau de brocoli, comme vous voyez devant vous, dans la bouche. Ce brocoli sera digéré et deviendra des molécules qui passeront dans le sang et qui permettront à notre organisme de vivre et de fonctionner normalement. Donc, c'est une définition très basique, mais c'est à peu près ça qui correspond à la nutrition. Lorsqu'un être humain consomme des nutriments en quantité insuffisante ou même au contraire trop importante, on parle de malnutrition. En ce qui est l'allergie alimentaire, on a une exclusion systématique d'un ou de plusieurs aliments. Et c'est cette exclusion systématique qui nécessite une évaluation pour essayer ou en tout temps d'éviter des risques de carence ou des carences. Je vous ai promis une liste des 10 allergènes prioritaires. Les voici. C'est les 10 allergènes priorités qui ont été recensés par Santé Canada. La liste, elle est pas dans un ordre particulier, mais c'est le lait, les œufs, le soya, le blé. Et vous voyez à côté du blé que les sources de gluten tombent dans la même catégorie. Donc, on va avoir l'orge, l'avoine, le seigle, le triticale, le kamut et l'épeautre. Ensuite, il y a l'arachide, il y a les noix. Et dans la catégorie des noix, on va voir amandes, noix du Brésil, noix de cajou, noisettes, noix de macadamia, pacane et pistache. Et ensuite, les produits de la mer. Et sous les produits de la mer, on va voir
les poissons, les crustacés et les mollusques. Un petit point pour ce qui est des noix et des arachides. Les noix et les arachides ne sont pas dans la même famille. Donc, il y a des personnes qui seront allergiques aux arachides, mais pas aux noix, et des fois allergiques aux noix, mais pas aux arachides, et des fois les deux ensemble. Ensuite, on a le sésame qui est sur la liste et la moutarde qui vient de se rajouter. Sur la liste des 10 allergènes prioritaires, vous allez voir aussi les sulfites. Maintenant, les sulfites, ce sont des additifs alimentaires. Et même si les sulfites ne sont pas considérés exactement comme des allergènes à même titre que les autres, pourquoi? Parce que, en fait, les sulfites, ce n'est pas des protéines. Et on sait que l'allergie alimentaire, c'est le corps qui répond d'une façon exagérée à des protéines. Donc, les sulfites, pas exactement des protéines. Par contre, ils peuvent provoquer cet effet vraiment indésirable et qui peut éventuellement déclencher une réaction qui peut être très sévère. Donc, pour cette raison-là, les sulfites restent en ce moment sur la liste des 10 allergènes prioritaires. Et comme vous allez voir, les sulfites font aussi partie de l'étiquetage. Pourquoi ces aliments-là sont-ils considérés les allergènes prioritaires? Santé Canada a recensé ces 10 allergènes-là parce que ce sont les 10 substances associées le plus fréquemment aux allergies alimentaires et aux réactions de type allergique. Chez l'enfant, on sait que l'allergie au lait, aux œufs, au soya, au blé et aux arachides sont les plus courantes. Et chez l'adulte, on voit beaucoup plus l'allergie aux noix, aux arachides, aux produits de la mer. Quelqu'un nous a posé la question, est-ce que l'allergie aux œufs peut disparaître? Et la même personne nous a demandé, est-ce que l'allergie aux arachides peut disparaître? Certaines allergies s'en vont avec le temps. Les allergies au lait, aux œufs, au soya et au blé avec les enfants ont tendance, heureusement, à disparaître avec le temps. C'est pas toujours le cas. Mais pour ce qui est des arachides, des noix et des fruits de mer, ces allergies-là ont tendance à rester long terme. Alors, malgré qu'il y a ces 10 allergènes prioritaires, il ne faut pas oublier quand même que n'importe quel aliment peut déclencher une réaction anaphylactique ou allergique. C'est pas juste les 10 allergènes prioritaires. Et Santé Canada a recensé même plus de 160 aliments qui peuvent être à l'origine d'une réaction allergique. Alors, qui sait, peut-être avec le temps, il y en aura plus qui vont se rajouter à cette liste d'allergènes prioritaires. Parce que ces allergènes prioritaires existent, la réglementation sur l'étiquetage a changé pour aider le consommateur à faire des choix éclairés quand il est au supermarché ou quand il est à l'épicerie, il fait ses courses, on essaie de choisir quelque chose, une collation pour nos enfants. Il y a quelques années, 2 ans exactement, que c'était plus difficile pour le consommateur. Quand on lisait une étiquette, on n'était pas toujours certain de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans la barre tendre, dans le muffin, dans la chose qu'on achetait. Donc, depuis 2012, la réglementation a changé. Et voici devant vous une acétate qui est très chargée. Vous allez voir que j'ai sorti en rouge les points les plus importants, mais je vais passer par chaque point avec vous. Alors, quand vous regardez une étiquette, vous allez voir maintenant que les allergènes alimentaires, les sources de gluten, et quand on dit les allergènes alimentaires, on parle là des 10 prioritaires, les sources de gluten et les sulfites. Toutes ces choses-là devront figurer dans la liste des ingrédients avec la mention « contient ». Donc, soit vous allez voir les allergènes dans la liste des ingrédients, ou à la fin de la liste, vous allez voir « contient X ». Donc, ce sera « contient blé »,« contient soya », etc. Dorénavant, depuis 2012, les mots usuels doivent être utilisés, comme lait ou comme blé. Auparavant, le fabricant pouvait écrire caséine, lactoglobuline, etc. Mais depuis 2012, on a changé tout ça pour que vous puissiez lire votre étiquette et comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans. Vous allez voir lait, vous allez voir blé. Vous n'allez pas voir des mots scientifiques que vous ne connaissez pas, qui sont mêlants. Donc ça, c'est vraiment une belle chose pour nous. La graine de moutarde a été ajoutée, donc maintenant, ça fait partie des allergènes prioritaires. Et pour ce qui est des sources végétales de protéines hydrolysées, la source de ces protéines doit être indiquée.
Auparavant, ils pouvaient écrire seulement protéines végétales, tandis que maintenant, la source, par exemple soya, doit être indiquée. Encore une fois, ça permet aux consommateurs de savoir qu'est-ce qu'ils mangent. Alors, on passe au prochain, le mot blé. Donc, le mot blé indiquera la présence d'allergènes tels que l'épeautre et le camut. On passe ensuite aux sulfites. Donc, pour les sulfites, s'ils sont présents en concentration supérieure à 10 parties par million, ces sulfites-là seront traités de la même manière que les autres allergènes. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin de la liste, ce sera écrit « contient sulfite ». On arrive aux deux derniers, restez avec moi. Alors, si un allergène alimentaire est présent dans le vin ou le spiritueux, c'est très intéressant parce que dans certains vins, certains spiritueux, il y a des agents de collage qui sont utilisés. Et ces agents de collage sont dérivés d'œufs, de poissons ou de lait. Éventuellement, ce n'est pas toujours le cas, mais si c'est le cas, la source de l'allergène sera sur l'étiquette de votre vin ou de votre spiritueux. Et vous allez pouvoir faire un choix éclairé à ce niveau-là. Et finalement, la source de tout allergène ou gluten présent dans les enduits de cire ou leurs composés doit aussi figurer sur l'étiquette des fruits et des légumes préemballés. Donc ça fait un peu le tour de la réglementation canadienne. Je vais vous montrer quelque chose de plus concret, comme ça vous allez voir de quoi je parle. Qu'est-ce que ça a de l'air une étiquette? Pour les allergies, les intolérances, comme on vous dit sur cet acétate, il est maintenant plus facile de lire l'étiquette. Bravo, c'est super. Ça nous facilite la tâche qui est déjà difficile parce que chaque fois qu'on achète un produit, on doit lire, relire et relire. Donc là, vous allez voir en haut la nouvelle étiquette où les ingrédients sont tous listés. Et à la fin, dans cet exemple-là, vous voyez en gras, en noir, que le produit contient blé, œuf et lait. Quand vous regardez en bas, vous allez voir l'ancienne étiquette. Et celle-ci, vous allez voir dans la liste les mêmes ingrédients. Mais il y a 2 ans, il aurait fallu savoir que, par exemple, ovalbumine est une source d'œuf, que caséine est une source de lait. Pas toujours évident et les gens devaient avoir avec eux une liste de mots-clés, etc. Donc, on est très content de ces changements, ça nous aide beaucoup. J'aimerais vous parler maintenant de l'huile raffinée. Est-ce que l'huile raffinée est un risque pour le consommateur allergique? On sait que c'est la protéine qui cause l'allergie alimentaire, que le corps répond d'une façon exagérée à la présence d'une protéine. Normalement, quand une huile a été raffinée, elle a été assujettie à un processus très complexe qui enlève les protéines de l'huile. Donc, la présence de protéines dépend vraiment du degré auquel l'huile a été raffinée. Une huile hautement raffinée, donc, n'est pas susceptible normalement de comporter un risque pour la santé. Selon la position adoptée par Santé Canada, le règlement sur l'étiquetage amélioré des allergènes, donc, ne s'appliquerait pas aux huiles hautement raffinées. Cela dit, vous allez souvent voir dans la liste des ingrédients le nom quand même. Alors, je vais vous donner l'exemple de l'huile de soya, par exemple. Vous allez voir dans la liste d'ingrédients l'huile de soya. Alors, vous pouvez quand même faire votre choix et le fabricant est quand même tenu de pouvoir prouver que cette huile, elle est hautement raffinée. On suggère toujours, donc, si vous avez un doute, d'appeler le fabricant pour en savoir un peu plus. Pour ce qui est de l'huile d'arachide, malgré que l'huile d'arachide pourrait être hautement raffinée et sur ce sans avoir de traces de protéines, à cause de l'allergénicité de l'arachide, la présence doit être signalée sur l'étiquette toujours des aliments. Qu'elle soit raffinée ou non, vous allez voir la présence de cette huile. Vous pouvez faire votre choix comme ça. On va regarder aussi quelques huiles comestibles. On les voit beaucoup sur le marché, l'huile de noix, graines de sésame. On me pose souvent la question, est-ce que je peux les manger ces huiles-là? Parce que c'est des huiles et non des protéines. Parce que ces huiles sont souvent achetées pour leur goût, elles sont non raffinées ou elles sont pressées à froid ou vraiment minimalement raffinées. Donc, il n'est pas du tout prudent ni conseillé d'en consommer parce que justement la protéine pourrait être présente encore. Et finalement, il y a l'huile de poisson qui aussi peut être hautement raffinée. Et on va passer à une belle question d'une de nos participantes qui demande justement sur l'huile de poisson.
la question de notre participante et elle est allergique aux produits de la mer. Elle aimerait savoir, est-ce que les suppléments oméga 3 à base de poisson posent un risque pour la personne allergique aux poissons? Un peu plus tard, on va parler de suppléments d'oméga 3, on va parler un peu d'options végétales. Mais d'après Santé Canada, une huile dérivée des poissons qui est hautement raffinée n'est pas considérée comme une source de protéines de poisson. Alors, encore une fois, le fabricant est tenu de pouvoir vous donner l'information sur son processus de raffinement. Si vous avez un doute par rapport à ça, toujours contactez le fabricant pour qu'il puisse vous en parler plus ou s'abstenir de cette huile de poisson si ça vous donne de l'anxiété, si vous n'êtes pas à l'aise. On va parler un peu plus tard des choix, des options pour ces personnes qui ne sont pas à l'aise avec une huile hautement raffinée ou non. Alors, la réalité, le pratico-pratique, vivre avec les allergies alimentaires, le défi d'une saine alimentation. Le défi d'une saine alimentation, ça préoccupe tout le monde, allergique ou non. Et avec l'allergie alimentaire, c'est un niveau encore plus difficile. Si vous avez des enfants, si vous vivez vous-même avec l'allergie alimentaire, tout ça comporte une difficulté avec votre travail, etc. La vie est chargée, on ne sait pas trop comment cuisiner, quoi acheter. Donc, on va passer un peu par quelques grandes lignes pour essayer de démystifier tout ça et pour vous donner des idées comment mieux manger ou de s'assurer d'avoir une alimentation aussi bonne que possible. Donc, je vous ai dit avant, je suis nutritionniste, alors je vais partager avec vous comment on établit les paramètres d'une diète adéquate. Parce qu'en fait, le profil de l'individu est vraiment la chose l'essentielle. Il n'y a pas deux personnes qui se ressemblent. Chaque personne comporte des allergies différentes. Il y a certaines personnes qui ont plusieurs allergies, tandis que d'autres en ont qu'une. On regarde l'âge de la personne, donc les besoins d'un enfant, d'un nourrisson, d'une personne plus âgée. Toutes ces choses-là font partie du profil de l'individu et c'est essentiel à comprendre sa situation pour mieux passer des conseils. On regarde aussi la durée de la diète d'exclusion. Donc, une personne allergique à l'arachide, par exemple, probablement ne sera pas en mesure de manger des arachides toute sa vie. Par contre, si une maman allait un bébé, le bébé réagit à la protéine dans le lait maternel et que la maman doit suivre une diète d'exclusion, éventuellement ce sera terminé, elle pourra repasser à ces aliments qu'elle avait exclus durant l'allaitement. Donc, dans un cas de durée à court terme, le risque de carence sera moins important que dans une situation où une personne doit suivre la diète à très long terme. Bien sûr, il y a toujours le choix et l'accessibilité des substituts. Si on vit en plein Montréal, on est entouré de boutiques, de pâtisseries, de plein de choses, tandis que si on vit loin en région ou ailleurs, on n'a pas nécessairement accessibilité à ces mêmes substituts. On va regarder aussi si la personne est capable de manger de la variété selon les aliments permis. Une personne nous a posé la question par rapport à l'anxiété et l'allergie. Avec des allergies alimentaires, on voit souvent chez l'enfant, un enfant qui a eu une très mauvaise expérience avec la nourriture, qui est anxieux, qui ne veut pas manger. Donc, même s'il peut manger l'aliment, il ne veut pas. Donc, la variété est diminuée dans la catégorie de choses qu'il peut manger. S'il y a des conditions médicales, là aussi, on va évaluer en fonction de ces conditions-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour assurer que la personne, elle a tout ce qu'il lui faut pour sa santé. Et finalement, s'il y a des contraintes financières, on sait que souvent, les produits pour remplacer, par exemple, le lait peuvent être plus chers ou les produits sans gluten sont très chers. Pour une personne qui vit avec des contraintes financières, pas toujours évident de s'acheter ou de se procurer ces aliments-là. Alors, afin de proposer une variété d'aliments alternatifs, il est essentiel donc de considérer les besoins, les goûts et les habitudes de chacun. On est vraiment tous différents et ce qui marche pour une personne ne marche pas toujours pour l'autre.
Là, je vous donne des images un peu de ce que je parlais. Donc, vous voyez à gauche la maman qui allait son bébé. Donc, cette maman, elle aurait une diète d'exclusion à court terme, on va dire, peut-être jusqu'à 2 ans, même des fois plus, mais en général entre disons, 0 et 24 mois. On voit le beau garçon souriant. Lui, il est en pleine croissance, donc on va vraiment vouloir s'assurer que ce garçon-là, il a les calories qu'il lui faut, la protéine pour sa croissance, du gras, de l'énergie, etc. Je vous montre, on a parlé de conditions médicales. Donc, on voit le petit bedon d'un enfant avec une gastrostomie. Donc, dans le cadre clinique, et c'est possible que parmi vous, il y a des personnes qui ont cette situation-là où le choix de lait qui va passer par le tube sera très important. Si l'enfant ou la personne âgée d'ailleurs, qui pourrait aussi avoir une gastrostomie, est nourri avec un lait qui est convenable, qui ne cause pas de symptômes allergiques. On a le monsieur en bas à droite qui sera plus âgé, donc ses besoins par rapport au jeune garçon au milieu seront complètement différents. Et on a parlé d'être loin ou de ne pas avoir accès à des substituts. Alors, vous voyez ici un monsieur qui est sur une île déserte où il y a juste de la noix de coco. Alors, je m'inquiète beaucoup pour lui et pour sa nutrition, parce que celui-là, même s'il est allergique ou non, je pense qu'il n'aura pas grand-chose à manger. Alors voici le guide alimentaire canadien. Bien manger selon le guide alimentaire canadien. Pas toujours facile, mais pas si difficile que ça. Pourquoi j'aime ce guide? C'est parce que j'aime les catégories. J'aime travailler avec 4 catégories, 4 groupes alimentaires. Parce que ça nous permet de regarder groupe par groupe qu'est-ce qu'on peut manger. Donc plutôt que de toujours parler de ce qu'on ne peut pas manger, on va regarder un groupe à la fois et on va se faire une liste d'aliments qui sont permis dans notre alimentation ou dans l'alimentation de notre enfant. Et suite à ça, on va faire des combinaisons aux collations, aux repas pour s'assurer que au fil des jours, l'alimentation est bonne et qu'on est comblé pour nos besoins en vitamines, en minéraux et tous les éléments nutritifs dont on a besoin. Qu'est-ce qu'on recherche? Vraiment, là, on va regarder les nutriments de base, mais quand on combine, on mélange des 4 groupes, on va chercher des protéines, des lipides, qui sont des gras, les glucides, donc tout ce qui est féculent, céréales, etc., pour l'énergie, pour les fibres, et bien sûr les vitamines et les minéraux. Passons maintenant aux nutriments clés contenus dans les allergènes prioritaires. Et quels sont les aliments de substitution, pardon. Vous voyez dans la photo un plat de spaghettis. J'espère que sur vos écrans, vous voyez que ce n'est pas des spaghettis à base de blé, mais en fait, c'est une personne très créative qui a créé des spaghettis à base de courgettes. Je pense qu'ils se sont achetés une mandoline et se sont fait des pâtes à base végétale qui est très, très jolie, très léger et très délicieux. Donc, c'est pas toujours facile, mais de plus en plus des aliments de substitution existent et les livres de cuisine, les sites web, etc. pour vous donner des idées de comment faire et comment manger des belles idées. J'avoue que quand on fait une présentation, quand je pense à tout ça, ce qui me sort beaucoup, c'est la nécessité de faire la cuisine. Et je sais que la réalité pour chaque personne n'est pas forcément que la cuisine, on ne peut pas passer des heures et des heures en cuisine. Donc j'ai essayé de prendre ça de prendre compte de ça pour vous donner un peu des idées que oui, vous pouvez faire ça dans la cuisine si vous avez le temps, mais en même temps, des fois, on va juste aller dans un supermarché et puis on doit s'acheter quelque chose de rapide. Donc j'ai essayé de garder cette idée en tête pour que vous ayez des idées vraiment pratiques, mais aussi des idées un peu plus créatives, disons. Alors, voilà devant vous un tableau qui vous donne les allergènes à gauche. Alors, vous voyez le lait de vache, les œufs, le blé, le soya, les noix et les arachides et finalement les produits de la mer. Et quand vous regardez à droite, c'est des sources de quoi? Bien sûr, j'ai pas tout mis parce que chaque aliment est plein de vitamines et plein de minéraux et plein de choses. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de ressortir les éléments clés et souvent ce que vous allez voir, c'est que ça se répète.
Donc, en tant que nutritionniste, ce qu'on veut voir dans une personne qui exclut beaucoup d'aliments, c'est quelles sont ces vitamines, ces minéraux clés qui manquent et où est-ce qu'on peut les trouver. Avec le lait de vache, c'est pas une surprise pour vous de savoir que le lait de vache contient du calcium et le lait de vache est fortifié avec de la vitamine D. Donc ça, surtout chez l'enfant, on va voir c'est une excellente source de calcium qui est nécessaire à la croissance des os. Et le gras, donc le gras aussi, ça va donner aux enfants des calories, ça va aider le cerveau, ça va faire toutes sortes de choses. On sait que le yogourt, le fromage, le lait de vache à 3,25%, tout ça, c'est vraiment typique dans l'alimentation d'un jeune enfant ou même de tous les enfants. Et puisque le lait de vache est une allergie très commune à l'enfance, comment on fait pour s'assurer que l'enfant ait assez de calcium, de vitamine D et de toutes ces autres choses qu'on va trouver dans le lait? Ensuite, on passe aux œufs. Donc, vous voyez vitamine B12, de l'acide pantothénique, l'acide folique, bien sûr de la protéine dans l'œuf, la riboflavine, le fer, sélénium, biotine. Donc, encore une fois, une panoplie de nutriments qui sont trouvés ailleurs aussi, mais beaucoup dans l'œuf. Et surtout avec l'œuf, c'est tellement pratique pour faire la cuisine. Ça lie des sauces, ça aide avec les gâteaux et tout ça. Donc, quand on enlève l'œuf, même si c'est une bonne source de protéines, les protéines, on peut les trouver ailleurs, mais c'est pas toujours facile de remplacer l'œuf dans les recettes. Je vais vous parler de ça un peu plus tard. Ensuite, on a le blé. Le blé, c'est une importante source de fibres alimentaires, mais au Canada, ce qui est très important, c'est que notre blé est souvent fortifié. Alors, il y a du fer qui est rajouté, il y a aussi de l'acide folique qui est rajouté. Et naturellement, dans le blé, il y a des vitamines, toute la gamme de vitamines B, comme vous voyez devant vous, thiamine, riboflavine, niacine, sélénium, chrome, tout ça est présent dans le blé. Regardons le soya. Encore une fois, vous voyez les mêmes vitamines B, mais ce qui est beau avec le soya et ce qui est difficile si on enlève le soya et on est par exemple végétarien, c'est que le soya donne des acides gras essentiels et c'est une source végétale d'acides gras essentiels. Il y a aussi du calcium dans le soya. Donc, pour la personne qui est autant allergique au lait de vache qu'au soya, on va vraiment allumer que le calcium et les sources de calcium sont très importantes à trouver ailleurs. Il y a également du fer, du zinc et plein d'autres choses dans le soya. Les noix et les arachides, encore une fois, une belle source de protéines végétariennes ainsi qu'une source de gras essentiels végétariennes, des vitamines comme la vitamine E qui est soluble dans le gras. Il y a du zinc et il y a des fibres alimentaires et des minéraux. Et finalement, les produits de la mer qui sont, bien entendu, excellente source de protéines, mais aussi une excellente source de gras essentiels. Tantôt, on parlait de oméga 3 et je vais vous donner des détails sur ces gras essentiels, mais quand je vous dis gras essentiels, c'est ça que je parle, c'est de l'oméga 3. Alors, commençons avec le lait de vache, des aliments alternatifs pour le lait de vache. On va passer ça par âge. Donc, si on regarde les bébés entre 0 et 24 mois, on peut toujours allaiter. Donc, ça, c'est bien entendu un très, très, très bon choix pour un bébé qui va avoir tout ce qu'il lui faut dans le lait de sa maman. Et un bébé allaité n'aura pas besoin nécessairement de lait de vache. Si vous pouvez allaiter jusqu'à 24 mois parce que votre enfant est allergique, allez-y, c'est parfait. On peut toujours, cela dit, il faut toujours supplémenter avec de la vitamine D pour ces petits bébés-là. Si le bébé arrête l'allaitement, maman retourne au travail ou pour des raisons, n'importe quelle raison, pas toujours facile pour un bébé plus âgé, mais il existe sur le marché des formules commerciales hydrolysées ou à base d'acides aminés. Ça, c'est des formules qui sont considérées hypoallergiques. Donc, souvent, elles sont introduites très jeunes. C'est pas des formules qui ont un goût très bon. Pour ceux et celles parmi nous ce soir, si vous avez des enfants qui ont déjà pris ces formules-là, que vous les avez senties ou goûtées, c'est pas fameux, donc c'est pas toujours facile à introduire une formule commerciale à un enfant qui est 6 mois ou plus, mais ça peut se faire. Des fois, ça marche. Ce qui marche, c'est de la formule de soya. Donc ça, c'est ce qu'on recommande dans les bébés entre 0 et 24 mois qui ne peuvent pas prendre de lait de vache.
quand on va à 24 mois et plus, on voit qu'ok, on peut aller vers des boissons de soya qu'on trouve normalement sur le supermarché, ou les boissons de riz, les boissons de chanvre, il y a toutes sortes de choses qui sont vendues maintenant. La chose importante, c'est juste d'assurer que c'est des sources c'est des boissons qui sont enrichies en calcium. Il existe aussi maintenant des yogourts sans lait, qui peuvent être à base de soya, qui peuvent être à base de lait de coco, lait de riz. Mais il faut juste noter que tout ce qui est soya, riz, etc., le profil nutritionnel varie beaucoup d'un produit à l'autre et que pour les enfants en bas de 24 mois, il n'y a vraiment pas assez de gras. Ils ont besoin du gras pour leur croissance. Chez l'adulte, on va rechercher plus le calcium. Donc, ces laits sur le marché sont complètement acceptables. Il faudra juste regarder qu'il y a du calcium rajouté. Si vous cherchez du fromage, quand vous ne pouvez pas manger du fromage, il y a un produit maintenant qui est très populaire, qui se retrouve partout, qui s'appelle Daiya. Donc, c'est un excellent choix parce que ça remplace bien le fromage, mais juste notez que c'est un produit qui est faible en calcium. Donc, en fait, ça n'équivaut pas le fromage à base de lait de vache, point de vue nutritionnel, mais ça remplace pour ce qui est goût et texture, etc. On peut faire une pizza avec la marque Daiya. Alors voilà un peu plus concrètement ce que je vous dis pour ce qui est l'enrichissement du calcium. Le calcium ici, vous voyez sur l'étiquette devant vous, si vous voyez sous la vitamine A, calcium 30%. Ce 30%-là correspond à 300 mg de calcium. Donc, ce produit devant vous, le Rice Dream, c'est un produit enrichi qui contient à peu près le même montant de calcium qu'un verre de lait de vache. Donc, c'est ça. On va chercher le 30% pour ce qui est lait ou boisson à base végétale. Regardons maintenant quelques autres aliments qui sont riches en calcium, qui sont pas à base de soya. On va voir que beaucoup de légumineuses sont riches en calcium. Ça pourrait être des lentilles, des pois chiches, des haricots cuits, rouges, pinto, romano. Toute cette famille est très riche en calcium. Il y en a qui sont plus riches en calcium que d'autres. Mais en gros, c'est un très très bon choix. Après, il y a des légumes verts qui sont également riches en calcium. Alors, tout ce qui est brocoli ou de la famille chou, c'est un bon choix pour le calcium, surtout quand on va dans les choux plutôt asiatiques, le bok choy, les feuilles de moutarde. Tout ça, c'est vraiment très très bon pour le calcium. Mais on a aussi le kale, le rapini et le okra. Encore des bonnes sources de calcium. Le hummus, donc on va voir le pois chiche, le fameux pois chiche, mélangé à la pâte de sésame. Donc, si vous êtes allergique au sésame, il faudra faire un hummus sans sésame. Mais encore une fois, cette combinaison de pois chiche avec sésame vous donnera un très bon taux en calcium. Les oranges, les amandes. Alors, encore une fois, attention, les amandes contiennent des amandes. Certains pains. Alors là, il faut vraiment regarder le tableau de la valeur nutritive, mais certains pains vont pouvoir vous donner un niveau de calcium pas si pire, alors ça vaut la peine de regarder. Et les poissons en conserve avec des arêtes, donc le saumon, les sardines, etc. Quand les arêtes sont mélangées ensemble, vous écrasez ça à la fourchette, vous les mangez, là, vous allez avoir beaucoup de calcium. Et finalement, il y a du jus qui est enrichi de calcium. Alors, vous voyez, pour la personne qui peut pas manger de lait ou de fromage ou de yogourt, il y a quand même pas mal de choix. Juste un petit point à noter. Si vous voyez sur l'étiquette acide lactique ou lactate, ce sont pas des mots-clés qui désignent du lait. Donc, ces composants-là dans l'ingrédient sont OK, c'est permis. Tout ce qui est beurre à provenance spécifiée, donc du beurre de cacao, du beurre de noix, c'est pas du beurre à base de lait de vache, donc ça aussi, si vous n'êtes pas allergique, ça va. Ou des laits à provenance spécifiée, comme par exemple le lait de coco. Alors, passons à l'œuf. Œuf pas très content ici. Pourquoi on aime l'œuf? Parce que l'œuf gélifie, ça lie, ça humidifie et ça donne du volume. C'est
Mais heureusement, il y a plein de choses qui remplacent l'œuf. Ici, vous avez une recette que j'ai tirée du livre de Marie-Josée Pété, de Déjouer les allergies. C'est un filtrat de grains de lin, en fait. Alors, vous mélangez de l'eau avec des grains de lin et vous mijotez ça pendant une vingtaine de minutes et vous allez voir que ça devient une consistance de blanc d'œuf cru. Là, vous allez le filtrer et vous versez tout ça dans un bac à glaçons et ça se conserve très très bien au congélateur. Et chaque fois que vous avez besoin d'un œuf, vous avez un cube qui équivaut à un œuf. Donc ça, c'est une stratégie qui marche. Ça dépend de la recette, mais ça marche plutôt bien. Et d'ailleurs, le chia, ça fait à peu près la même chose. Sauf qu'il ne faut pas mijoter quoi que ce soit, vous laissez le chia dans l'eau et ça devient une espèce de gel qui fonctionne bien et remplace l'œuf. Alors, quelques autres exemples. Alors, vous voyez là devant vous le tofu mou. S'il n'y a pas d'allergie au soya, ça peut servir d'œuf. Il y a des purées de fruits. Alors, la banane écrasée, les pruneaux, la compote de pommes, tout ça peut très bien fonctionner. Vous avez, ce que vous voyez là à gauche, le remplacement d'œuf de la marque Énergie qui se trouve dans les aliments, dans les boutiques naturelles. Et un mélange de vinaigre, eau et poudre à pâte peut aussi fonctionner. Donc, c'est des stratégies, puis chaque recette varie. Il faut souvent essayer, puis voir ce qui marche, ce qui marche pas, mais éventuellement, vous allez trouver votre recette qui fonctionne bien avec ces substituts. D'ailleurs, la beauté de cette chose-là, c'est que, surtout avec les purées de fruits, c'est que vous allez rajouter un des aliments d'un groupe alimentaire, les fruits et légumes. Donc, c'est super. Voilà le blé. Donc, le blé, on disait tantôt, c'est une source d'énergie. Pourquoi? Parce que c'est de la glucide. Le fer aussi, l'acide folique, qui sont des produits fortifiés, qui sont rajoutés à notre blé. C'est une excellente source de fibres alimentaires et de vitamine B, toute la gamme de vitamine B. Alors, on ne peut pas manger du blé. On ne parle pas ici de la maladie cœliaque, mais à l'allergie au blé. Et je vous donne ici juste une panoplie de possibilités de remplacement de blé. Maintenant, on trouve beaucoup sur le marché des farines à base de quinoa ou à base de maïs ou toutes sortes de différentes graines qui fonctionnent très bien dans un gâteau ou dans une recette. On a du riz brun, l'amarante, le maïs. On a des farines de pois chiches qui font des très belles frites. On a des farines de pommes de terre, des farines de coco. On peut incorporer tout ça au dessert, même changer les recettes un petit peu, mais vos recettes préférées peuvent être faites avec les mêmes aliments, avec les mêmes farines. Et on peut mettre ça, incorporer ça aux collations et au petit déjeuner. Bien sûr, toujours faire attention aux sources potentielles de gluten. Pourquoi? Parce qu'il y a la contamination croisée. Juste un petit point pour les dames qui pensent à la grossesse, il faut vraiment s'assurer d'une présence suffisante d'acide folique. Alors, si vous ne prenez pas un supplément vitaminique, mangez beaucoup de légumes verts si vous ne pouvez pas manger de farine de blé. Des agrumes aussi. Et il y en a plein dans d'autres choses, mais vraiment, légumes verts, agrumes et suppléments vitaminiques vont vous donner cet acide folique qui est très important au bébé qui est dans vous. Alors aussi, il faut assurer des riches sources de fer. Et ça, bien entendu, on va voir les viandes, les volailles, les légumineuses et les œufs. Le mot-clé, c'est varier. Alors, variez vos produits et choisir des grains entiers. Alors voilà, juste pour vous inspirer un peu, des pommes de terre, toutes sortes de grains, toutes sortes de pois chiches, tout ça, ça va vous donner un beau mélange, une belle variété de vitamines, de fibres alimentaires, etc. On m'a posé justement la question, quelles sont les bonnes sources de fibres alimentaires? Alors, tout ce qui est grain entier, ça va être une excellente source de fibres alimentaires, mais tout ce qui est légumes et fruits également. Alors, si vous pouvez manger un fruit avec la peau, c'est cette peau qui va vous donner des fibres alimentaires. Si vous devez enlever la peau, vous pouvez quand même manger la pomme ou la pêche, et même dans la pêche même, il y aura beaucoup de fibres alimentaires. Alors, les acides gras essentiels qu'on appelle oméga 3, oméga 6, pourquoi on appelle ça essentiel?
c'est parce que les acides gras ne peuvent pas être synthétisés par le corps humain, donc ils doivent venir de l'alimentation. On doit fournir ces acides gras à notre corps en les mangeant. Les fonctions, en gros, c'est toutes sortes de choses, mais j'ai réduit ça à 5 points. On pense beaucoup à la santé du cœur quand on pense aux oméga 3. Mais il y a aussi le visuel, il y a aussi la fonction cérébrale, il y a aussi les réponses immunitaires et inflammatoires, et bien sûr la pression artérielle normale. Donc, toutes sortes de choses très importantes, et on sait avec la recherche que la plupart des Canadiens pourraient bénéficier d'une augmentation d'oméga 3 dans leur régime. Alors, je vais vous donner des sources d'acides gras essentiels. Il y en a quelques-uns qui tombent dans la catégorie d'allergènes prioritaires, mais puisque pas tout le monde est allergique aux poissons, par exemple, j'ai pensé que je le mettrais quand même. Donc, parmi tous mes choix, selon vos allergies et vos restrictions, j'espère que vous allez trouver quelque chose qui vous convient. Alors, poisson, c'est l'huile dans le poisson qui est riche en oméga 3. Tout ce qui est poisson huileux, alors saumon, maquereau, sardines, truites, le caviar, tout ça, mais tous les poissons, c'est une bonne chose. Quand on regarde les huiles, alors si vous êtes par exemple allergique aux poissons, vous ne pouvez pas en manger. On va essayer de choisir plus des huiles comme l'huile de canola ou l'huile de lin. Si vous n'avez pas d'allergie aux noix, mais que vous êtes allergique aux poissons, l'huile de noix est un excellent choix. Mais si vous êtes allergique à l'huile de noix, mais pas au poisson, mangez du poisson. Il y a aussi de la margarine enrichie. Alors, juste attention de bien vérifier la source. Donc, il pourrait avoir quelque chose dedans, mais regardez ce que c'est. Et l'huile de soya, si vous n'êtes pas allergique au soya, c'est un choix qui pourrait vous donner un peu plus d'acides gras essentiels. Il y a aussi des sources végétales. Alors, j'ai trouvé les graines de radis germées, qui sont très bonnes. Les fèves de soya, si vous n'êtes pas allergique au soya, alors tout ce qui est edamame, tofu, etc. La germe de blé, les graines de chia et les graines de lin moulu. Juste vérifier encore une fois pour la contamination croisée. Et maintenant, sur le marché, vous allez trouver que le lait de vache, par exemple, est fortifié au DHA. DHA, c'est une autre façon de dire acide gras essentiel oméga 3. Mais si vous n'êtes pas allergique au lait et vous êtes par exemple allergique au poisson, vérifiez la source du DHA dans ce lait et vous pourriez éventuellement consommer ça comme source d'oméga 3. Il y a aussi la fortification dans les boissons de lait comme le lait de soya, etc., qui seront fortifiés. Vous allez voir ça de plus en plus parce que c'est très populaire sur le marché. Et finalement, il y a les œufs fortifiés en oméga 3. S'il n'y a pas d'allergie aux œufs, c'est un choix aussi qui pourrait se faire. Alors, j'aimerais vous proposer qu'il faut jamais oublier le dessert. C'est une belle opportunité pour des ajouts. Alors, on se prive de dessert ou on dit à nos enfants qu'ils ne peuvent pas avoir de dessert avant d'avoir mangé les autres choses. Mais je pense que le dessert, en fait, c'est une belle place pour combiner des groupes alimentaires et pour offrir, en fait, vraiment des très, très bonnes choses. Ça pourrait être des fruits, soit cuits ou crus, en salade ou en croustade. Quand vous avez une croustade, vous allez avoir une belle croûte dessus à base de céréales et à base de fibres alimentaires. Vous pouvez même intégrer des graines de lin, des graines de tournesol, de citrouille. Donc là, vous allez avoir même une source de protéines. Donc c'est un dessert, oui, mais quasiment un repas complet. Vous avez possibilité de compotes de fruits avec des puddings sans lait, par exemple. Si vous avez une petite envie de crème glacée, la crème glacée au soya ou à la noix de coco, encore une fois en combinaison avec un fruit, vous avez 2 groupes alimentaires devant vous. Je trouve aussi que quelque chose qui est surprenant, c'est que les légumineuses se marient très bien au chocolat. Alors on peut faire des brownies aux fèves noires et on ne goûte pas les fèves, mais ça rajoute un très 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 bon taux de protéines. Ou si on fait des biscuits au beurre de soya. Là aussi, la protéine sera présente. Et toujours aller vers les purées de courges, de patates douces, par exemple, qui peuvent être intégrées aux muffins, à la tarte, dans des pains et tout ça. Donc, le guide alimentaire vous dit toujours de manger plus de légumes oranges. Pourquoi pas les rajouter à vos recettes favorites?
Et finalement, des légumes râpés, donc dans la catégorie, le groupe alimentaire des fruits et légumes, on peut râper des courgettes, des betteraves, des carottes, et tout ça se mélange très très bien dans des gâteaux. On nous a demandé des collations préparées maison, mais des collations sur le marché aussi, sans lait, sans soya, sans noix ou arachides. Alors, je vous propose des trempettes, sucrées ou salées, de la guacamole à base d'avocat, des purées d'haricots, par exemple, pour remplacer le hummus. À base de mayonnaise, on peut faire des belles trempettes de tofu soyeux si vous n'êtes pas allergique au soya. Des salsas, alors là, on a tout ce qui est fruits et légumes mélangés ensemble, par exemple des mangues avec des avocats, des oignons, de la coriandre, des épices. Très très bon sur le poisson, sur des craquelins. Toute compote aux fruits variés. On peut aller vers des muffins, des gâteaux. Trouvez-vous des belles marques que vous aimez facilement accessibles dans un commerce. Gardez-les dans votre garde-manger. Des smoothies, même intégrer des légumes dans des smoothies, des galettes de riz avec des beurres de graines et même des pizzas sans blé, sans fromage. Ça se mange très bien froid ou chaud. Quelques idées pour collations sur le marché. Vous avez la marque Enjoy Life, vous avez toutes sortes de marques différentes que vous pourriez chercher. Et pour terminer, juste quelques exemples de ressources. Si vous vous sentez découragé, ne vous sentez plus découragé parce que je vous ai mis 2 pages de ressources et c'est seulement le début. Alors, on a des produits CAC, c'est des produits certifiés gérés par l'Association des allergies alimentaires, certifiés soit sans arachides, sans noix, sans lait ou sans œufs, ça dépend des produits. Il y a la marque Enjoy Life, il y a la marque Daya, la marque Gerbs. Je ne vais pas tous les lire, mais le webinaire sera accessible pour vous et puis on peut toujours partager ces idées avec vous. Un dernier point, c'est que nous avons ici à la QAA une ligne de soutien téléphonique. Alors, si on ne peut pas répondre à toutes vos questions ce soir, on a une nutritionniste qui gère la ligne de soutien et vous pouvez toujours nous appeler ici au 514-990-2575. Le poste, c'est le 204. Alors voilà, on a encore quelques exemples de ressources. Quelques-unes sont à Montréal, des boulangeries Petit Lapin, la boulangerie Me and Stew. Il y a aussi la boutique Specialty Food Shop qui est basée à Toronto, mais on peut acheter en ligne tous leurs produits. Et c'est la boutique qui est basée à l'hôpital pédiatrique de Toronto. Alors, je vais maintenant ouvrir la période de questions. Merci beaucoup de votre attention. Allô, est-ce qu'on a des questions? Alors, on a une question de Manon qui demande, si on prend boisson de soya ou riz enrichi à 30%, est-ce qu'on peut prendre le même nombre de portions du guide alimentaire canadien que pour le lait? Oui, exactement. Donc, si vous regardez pour, par exemple, un enfant qui a besoin de 2 verres de lait, ou pour, selon l'âge, le 30%, mais je vais vous dire quand même que souvent, il faut un peu plus. Mais le 30% correspond, oui, effectivement, à ce qu'on vous dit pour le lait. Alors quelqu'un me demande, là je regarde ma feuille devant moi, j'ai reçu quelques questions avant le webinaire. Une excellente question par rapport à alors voilà. Alors Mélissa nous demande, j'aimerais savoir si nous pouvons manger de la fécule de maïs ou de riz ou de pommes de terre ou si ça contient du lait. Normalement, ça devrait être écrit parce que ça fait partie, si on se rappelle de la réglementation canadienne, s'il y a du blé, ils doivent écrire contient du blé. Donc, normalement, vous pouvez. Si vous êtes inquiète pour ce qui est la contamination croisée, vous allez appeler le fabricant et poser la question. Alors, maintenant, on nous demande, pour les substituts de lait, on m'avait dit que de remplacer les gras par 2 cuillerées à thé d'huile pour la boisson de soya et 3 pour celle de riz. Mais si on augmente consommation de noix... Ah, excellente question.
Donc, ce qu'on me demande en fait, c'est que si mon alimentation est riche en gras, soit via des noix, des avocats, je pense que oui. Je vais vous dire maintenant que, en fait, il faudrait voir un peu plus votre situation. Alors, si vous parlez d'enfants, et si votre enfant, par exemple, ne boit pas de lait, mais qui prend très bien des avocats et des noix et toutes sortes de choses, et que sa croissance est très très bonne, il se peut que vous n'êtes pas, ce serait pas nécessaire de rajouter de l'huile à votre boisson. Donc je peux pas, j'aimerais en savoir un petit peu plus avant de vous dire ça, mais je vais présumer qu'on parle d'enfants et que si la croissance est bonne, ça pourrait fonctionner sans ajouter d'huile. Alors Daniel nous demande, est-ce que le lait de coco est un allergène? Si on se rappelle que tout aliment, oui, peut être allergène, mais normalement, le lait de coco ne tombe pas dans la même catégorie que le lait. Alors, le lait de coco est permis. Et d'ailleurs, c'est un très bon choix parce qu'on peut cuisiner avec le lait de coco. Ça fait des belles sauces, ça fait des très bons desserts. Et d'ailleurs, le lait de coco peut être fouetté comme une crème chantilly. Alors, c'est très, très bon. D'ailleurs, on va parler un petit peu de sauce parce qu'on m'a demandé, puisque je vous parle de lait de coco, on m'a demandé qu'est-ce qu'on peut utiliser comme sauce. Alors, des fois, on devient un peu fatigué de la sauce tomate, malgré qu'elle soit très très bonne. Mais trouvez-vous une marque de fond de volaille que vous aimez ou de fond de bœuf, ou faites-la vous-même et vous pouvez utiliser ça comme base de sauce et rajouter plein de choses. Soit des pestos, alors on peut faire des pestos sans noix, à base de cale, à base de roquette, à base de basilic, à base de toutes sortes d'herbes, et faire un mélange avec la crème soya Belle Soy, si vous n'êtes pas allergique au soya. Si vous cherchez des sauces, on a parlé de salsa, alors plutôt qu'une sauce chaude, on va avoir plutôt une sauce froide, qui sera à base de légumes et de fruits avec plein d'herbes, plein d'épices. On peut faire aussi des très, très belles sauces à base d'agrumes, agrumes miel, agrumes sirop d'érable avec un petit peu de sel ou un peu de réfort. Tout ça va vous donner des belles idées de sauces qui remplacent des sauces à base de crème. Alors là, Sylvie nous demande, nous avons des papiers de médecins et les parents demandent d'intégrer des aliments qui, selon les infos allergènes pour l'enfant, que devons-nous privilégier? Je ne comprends pas la question. Alors, je vais vous demander de, s'il vous plaît, préciser la question un peu plus. Sylvie, je vais pouvoir vous répondre. Excusez-moi, je bois de l'eau. La question de Andréane, si allergie aux pommes de terre crues, est-ce qu'on réagira à la fécule de pomme de terre? Il est possible. Alors, ce qui arrive des fois avec le fruit ou le légume qui est cru, c'est que la molécule change quand elle est cuite. Alors, mais c'est pas toujours le cas. Dans certains cas, une personne pourra manger un aliment cru, mais pourra pas la manger cuit. Non, le contraire. Ne pourra pas manger l'aliment cru, mais pourra manger l'aliment cuit. Donc, ça dépend vraiment de votre cas. Alors, bonjour Sylvie, elle est en CPE Sylvie. Et d'ailleurs, je me demande, Sylvie, c'est vous? Non, j'ai une autre personne. Oui, j'ai une autre personne qui m'a demandé une question pour le CPE, je passerai à vous après. Alors, Sylvie me demande qu'elle est en CPE et ce sont des aliments qui ne sont pas permis pour l'enfant selon l'allergologue et le parent lui demande de lui en donner. Alors, si vous êtes en CPE, l'introduction des aliments devrait se faire à la maison. J'espère que ça répond à la question. Ce ne serait pas approprié pour le CPE de faire l'introduction sur place. Il faut vraiment que le parent fasse ça à la maison, que l'enfant puisse venir au CPE manger ses aliments quand la famille se sent en sécurité, que l'enfant tolère bien. Marie se demande, que doit-on penser des aliments avec des traces? Alors, très très bonne question, de lait, de noix. Est-ce que ces aliments en contiennent ou est-ce que c'est une précaution du fabricant? Excellente question. Parce que vous allez voir souvent, vous allez voir votre liste d'ingrédients et à la fin, vous allez voir, comme on disait avant, contient lait. Mais quelquefois, vous allez dire peut contenir des traces d'œufs. Alors, c'est une précaution et on ne
recommande pas de les manger, ces aliments-là. Alors, c'est à la bonne volonté, si on veut, du fabricant d'écrire ça. Normalement, ils sont tenus à donner des informations qui sont claires, qui sont pas ambiguës et qui ne peuvent pas être trompeuses. Mais c'est vrai que certains produits, on a du mal à croire que c'est dangereux parce qu'on lit, par exemple, j'ai trouvé une fois un jus d'orange et sur l'étiquette, il était marqué peut contenir des traces de poisson. Alors, je me suis dit, probablement le fabricant essaye de se protéger, je ne sais pas trop pourquoi, mais normalement, les fabricants sont tenus à être clairs et ne pas donner des informations erronées. La réalité, quand on regarde la recherche, c'est que beaucoup de ces produits qui contiennent ou peuvent contenir des traces sont quand même consommés par les personnes allergiques parce que on se sent à l'aise, on les a essayés, il n'y a pas eu de réaction. Mais de mon côté, on ne conseille pas de les manger. Est-ce que la noix de coco est de la famille des noix? La noix de coco n'est pas de la famille des noix. Bonne question. Je veux juste porter votre attention, ceux et celles qui travaillent en CPE. On me demande comment se faciliter la tâche pour cuisiner les repas pour 80 personnes. Alors, il y a un très bon livre qui s'appelle Festin sans pépins, qui est disponible en librairie, qui va vous donner des recettes justement pour 80 personnes. Alors, je vous propose ce livre-là. Je pense que vous allez trouver de très belles recettes. Alors, je vais prendre une dernière question de Manon. Enfant de 7 mois qui vomit préparation commerciale de lait, alimentum, soya et pluramino. Ah, reste-t-il d'autres alternatives pour combler ses besoins? Alors, si vous êtes passé du lait à l'alimentum, donc vous êtes passé à une formule qui est hydrolysée et ensuite vous êtes passé à une formule acide aminé et qu'il vomit encore, je ne sais pas ce qu'on propose. Généralement, les enfants qui sont très sensibles ne tolèrent pas l'alimentum, le prégestimil ou le nutramégène. Ils tolèrent le pluramino. Alors, dans ce cas, je pense que vous avez besoin d'un suivi approfondi avec une équipe médicale. Alors voilà, on va conclure le webinaire ce soir. J'espère que vous avez apprécié. On aimerait bien entendre vos commentaires et on espère vous entendre ou vous voir la prochaine fois. Bonne soirée à tous et à toutes.